Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo pour décrypter ensemble l'actualité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Avec vous, Katia Gilder. Bonjour Alexandre, et cette semaine nous accueillons Maude Gattel, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de Paris, on vous a vu récemment aux côtés de François Bayrou pour les universités d'été du MoDem. Vous êtes secrétaire générale du MoDem. On va voir avec vous le feuilleton de la semaine. Et à la une cette semaine, la réforme des retraites. Il y aura bien une concertation de plusieurs mois qui doit aboutir à un projet de loi adopté d'ici la fin de l'hiver. Mais attention, Emmanuel Macron prévient, en cas de blocage des oppositions, il menace de dissoudre l'Assemblée nationale. Le début de l'examen du budget 2023 au Parlement. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, défend un texte qui, je cite, protège le pouvoir d'achat des Français. Et puis le rapport choc de la délégation aux droits des femmes du Sénat qui dénonce les violences sexuelles dans l'industrie de la pornographie. Question à la une, la réforme des retraites aura-t-elle lieu? On y voit un peu plus clair, pas de passage en force, du moins pas tout de suite, mais un projet de loi est annoncé pour l'hiver, avec le risque pour le gouvernement d'une motion de censure des oppositions. Dans ce cas, prévient Emmanuel Macron, il n'hésitera pas éventuellement à dissoudre le Parlement. Explication, Stéphanie Despierres. Emmanuel Macron temporise sur la méthode et sur le calendrier. Jeudi, la Première ministre a annoncé qu'il n'y aurait pas de réforme des retraites dès cet automne. On fait le choix du dialogue et de la concertation. Son allié, le MoDem de François Bayrou, était vent debout contre l'idée d'une réforme des retraites par amendement dans le budget de la sécurité sociale. Même chose pour la présidente de l'Assemblée nationale. Mais la réforme aura bien lieu d'ici l'été prochain. Emmanuel Macron y tient, c'est sa promesse de campagne. Alors Elisabeth Borne a précisé le calendrier. Un projet de loi sera adopté avant la fin de l'hiver. Les discussions avec les partenaires sociaux et les partis vont donc continuer jusqu'en décembre. Pour le moment, la NUPES et le RN campent sur leur position. Au moment où il y a des profits records dans notre pays et un record de malheur aussi pour tant de gens et des millions de gens dans notre pays, il est plus que temps d'augmenter les salaires plutôt que l'âge de la retraite. Et je pense que si Emmanuel Macron ne redevient pas raisonnable, il le comprendra dans la douleur, que ça soit dans la rue, dans l'hémicycle ou dans les urnes. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à sacrifier chaque année, en trouvant des sources d'économie de bon sens dont on pourrait parler, 10 milliards d'euros pour faire en sorte que les Français puissent partir à la retraite dignement, sans avoir le dos cassé, sans avoir les bras cassés. Et nous défendons, vous le savez, un départ à la retraite à 60 ans et 40 annuités pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Si jamais l'opposition parvient à voter une motion de censure, Emmanuel Macron est très clair, il y aura dissolution. Un avertissement notamment pour les Républicains, groupe charnière et en théorie favorable à la réforme. Maude Gattel, alors là c'est le scénario qu'on a essayé d'imaginer. Pour l'instant on n'y est pas parce que ce projet de loi n'est pas encore déposé. Mais si jamais il y avait un projet de loi et une motion de censure contre ce projet de loi, est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de brandir cette arme politique d'une dissolution? C'est quand même pas rien. Oui, mais la réforme des retraites, c'est pas rien non plus. La réforme des retraites, c'est finalement un des piliers, le fondement de notre pacte social. Et moi, je défends l'idée qu'il faut réformer cette politique aujourd'hui pour deux raisons. La première raison, c'est la pérennité du système. Aujourd'hui, on le sait, le système est en déficit. Il ne l'est pas cette année, mais il le sera à partir de l'année prochaine et jusqu'à 2035, voire 2050 en fonction des prévisions budgétaires. Or, c'est la base de cette solidarité intergénérationnelle dont on bénéficie depuis quasi un siècle. Et donc, il est important de pérenniser ce système, parce que c'est un système de solidarité. Et puis, il y a un autre volet auquel nous sommes au MoDem extrêmement attachés, c'est faire en sorte que ce régime soit plus juste. Or, aujourd'hui, il ne l'est pas. Maude Gattel, on va parler de cette réforme des retraites sur le fond, mais d'abord, une réaction quand même sur cette menace de dissolution de l'Assemblée nationale de la part d'Emmanuel Macron. C'est quoi? C'est un coup de bluff? L'idée, c'est de faire peur aux oppositions? Non, je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Est-ce qu'on a besoin d'une réforme des retraites? Il y a beaucoup de partis qui répondent oui. D'ailleurs, je rappelle que le régime sous lequel nous sommes actuellement, c'est la loi Touraine, donc réalisée sous le gouvernement Hollande. Et on sait que chaque année, les sénateurs et les députés, les Républicains, déposent des amendements visant à allonger la durée du temps de cotisation. Donc,
que chacun prenne ses responsabilités pour faire en sorte qu'on réforme le système des retraites de la manière la plus juste possible. Alors, il y avait une voie qui semblait se dessiner, une réforme par le biais d'un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale dès maintenant. En réalité, cela a suscité les foudres des oppositions, notamment de François Bayrou, qui a visiblement longuement discuté avec Emmanuel Macron. Et finalement, Emmanuel Macron a reculé, puisqu'il n'y aura pas de réforme par voie d'amendement. C'est une victoire pour François Bayrou? Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit une victoire de l'intérêt général pour que cette réforme, elle aille à son terme. Parce que finalement, ce que souhaitait François Bayrou, c'était qu'on puisse rassembler, mettre tout le monde autour de la table sur le constat. C'est une première victoire pour lui, puisqu'il n'y aura pas de passage en force tout de suite. On a besoin, sur cette réforme, qui n'est pas qu'une simple réforme financière. Le sujet, c'est pas simplement équilibrer les comptes. Le sujet, c'est quelle société on veut par rapport au sujet du travail et au sujet de la retraite. Et pour ce faire, on a besoin de mettre tout le monde autour de la table, les représentants des partenaires sociaux, les partis politiques, pour partager un constat. Concertation, c'est-à-dire pas de passage en force. Concertation, on a le temps de faire en sorte que les conditions de la concertation soient réunies, et après on aura un texte. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette réforme, elle est nécessaire. Moi, je la défends, mais c'est une réforme à la fois de société, pour une société plus juste. Donc finalement, François Bayrou a eu raison de défendre cette concertation et de mettre son mécontentement sur la place publique. Il n'était pas le seul à demander que et visiblement, il a été bien écouté. Il a été écouté, tant mieux, mais c'est pas la question qui a gagné. La question, c'est est-ce qu'on arrivera à avoir les meilleures conditions possibles pour faire cette réforme que j'estime nécessaire. Alors sur le fond, dans cette concertation, plusieurs sujets vont être discutés, la pénibilité, les carrières longues, mais le report progressif de l'âge de départ à la retraite à 64 ans en 2027, puis à 65 ans en 2031. Ça, eh bien, c'est non négociable selon le chef de l'État. Vous êtes d'accord ? Écoutez, moi, je pense qu'il faut mettre tous les sujets sur la table. Le sujet pénibilité, carrières longues, régimes spéciaux, hétérogénéité de la situation, notamment, je pense au sujet de la discrimination faite aux femmes et aux carrières hachées. Ce sont tous ces sujets qu'il faut qu'on mette sur la table. Régimes spéciaux également. Et bien évidemment, je pense que nos concitoyens comprennent que dans la mesure où l'espérance de vie augmente, il n'est pas illogique qu'on travaille un petit peu plus. D'ailleurs, la réforme Touraine a enclenché cette démarche avec des trimestres supplémentaires chaque année pour les personnes... qui accélèrent la durée de cotisation. Qui accélèrent le temps de cotisation et l'âge de départ à la retraite. Donc, je pense que nos concitoyens peuvent tout à fait le comprendre. Simplement, on n'arrive pas à l'âge du départ à la retraite de la même manière quand on a eu un travail pénible ou non. Et cette dimension-là, pour moi, elle est absolument prioritaire et il faut vraiment qu'on mette ce sujet sur la table. Alors, elle avait déjà été portée, cette réforme de retraite, en 2020, mais il y a eu l'épidémie de Covid qui l'a suspendue. Qu'est-ce qui dit que demain, si c'est présenté au Parlement, il n'y aura pas une crise énergétique grave qui va balayer à nouveau la réforme? C'est possible, ça aussi? Vous avez tout à fait raison de le rappeler. On avait avancé sur un certain nombre de sujets, et notamment sur les carrières hachées, sur la pénibilité, lors de la discussion pré-pandémie. Donc il faut qu'on reparte aussi de ce qui a été fait à ce moment-là. Et je pense vraiment qu'il y a une vraie volonté partagée d'avancer sur cette question. Bien évidemment... et les Français le comprendront. Ils sont prêts, malgré leurs difficultés de pouvoir d'achat, ils sont prêts à une réforme de la retraite, à reculer l'âge de leur départ à la retraite. Écoutez, moi je fais partie d'une génération qui me dit que sans réforme des retraites, je n'aurai pas de retraite. Et je considère que c'est un sujet vraiment de société, qu'il faut qu'on mette toutes les questions sur la table. La question de la pénibilité en est une, la question des carrières hachées en est une autre. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver un consensus sur à quel moment on part en retraite en fonction de l'hétérogénéité des situations. Et puis il faut qu'on travaille aussi sur le travail des seniors, parce qu'on sait aussi qu'en France on est moins bon que la moyenne européenne sur le taux d'emploi des seniors. Et sur cette question aussi, tout le monde doit prendre sa part. Et en premier lieu, les entreprises. Parce que reculer l'âge du départ à la retraite, si c'est pour que le chômage partiel soit la règle pour les 60-65 ans, n'a pas de sens. Alors vous aurez beaucoup de travail en perspective, puisqu'il y a déjà un rendez-vous incontournable de cet automne, c'est l'examen du budget au Parlement. Bruno Le Maire a présenté le texte aux députés et aux sénateurs. Ce budget 2023, a-t-il dit, marque la fin du quoi qu'il en coûte, mais le ministre a défendu un budget protecteur. Écoutez Bruno Le Maire, ainsi que ce qu'a répondu cette semaine Pierre Moscovici. Ce n'est pas un budget de rigueur,
ce n'est pas un budget de facilité, c'est un budget responsable et protecteur dans des temps de grande incertitude. Et c'est un budget qui veut tenir le juste équilibre entre la protection nécessaire de nos compatriotes et le rétablissement indispensable des finances publiques. Concernant le scénario macroéconomique du gouvernement, le Haut Conseil considère que le taux de croissance retenu pour 2023 paraît un peu élevé. En revanche, nous estimons que les prévisions d'inflation à 4,2%, de masse salariale dans les branches marchandes à 5% sont quant à elles plausibles. Alors à peine présenté, Maud Gattel, ce budget a fait l'objet de critiques de part et d'autre, de toutes les oppositions, qui ont dit tout le mal qu'elles pensaient de ce budget. Et vous, au Modem, vous dites quoi? Vous dites tout le bien que vous pensez de ce budget. Vous applaudissez Bruno Le Maire pour la présentation de ce projet de loi de finances 2023. Ce projet de loi de finances, il a 4 objectifs. D'abord, continuer à protéger les Français. Et ce projet de loi de finances met en œuvre tout ce que nous avons voté cet été, c'est-à-dire l'augmentation du point d'indice, la poursuite du bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, c'est 50 milliards dans le projet de loi de finances 2023. C'est considérable. Et il faut qu'on continue à protéger les Français. Et c'est la raison pour laquelle l'inflation est, en France, la plus faible de la zone euro. Donc, la protection des Français... Premier objectif. Deuxième objectif, c'est préparer l'avenir, notamment sur la question du régalien. C'est l'augmentation du budget de la défense, des forces armées. C'est plus 1,3 milliard pour nos forces de sécurité sur le terrain. Donc évidemment, ça va dans le bon sens. Il y a la question de l'éducation et notamment la revalorisation des salaires. On le sait, il faut qu'on continue à travailler sur cette question. Les enseignants ne sont pas suffisamment payés. Et puis, il y a le retour sur une trajectoire vers un retour à 3% de déficit à horizon 2027 parce qu'on a besoin de débloquer des marges de manœuvre en cas de besoin. Eh bien justement sur ce sujet, la droite estime que ce budget n'est pas assez ambitieux en termes d'économie. Il faudrait réduire davantage les dépenses compte tenu notamment du contexte économique et du risque d'inflation. Est-ce que ce budget est assez raisonnable ? Alors, il est raisonnable et puis j'écoutais Pierre Moscovici dire que les prévisions étaient peut-être un petit peu ambitieuses. Moi, j'ai vu aussi les prévisions de l'OCDE et du FMI qui tablent sur des prévisions de croissance supérieures à ce que le gouvernement a établi dans son projet de loi de finances. Donc, me semble-t-il, on est sur un étiage assez juste en matière de croissance et en matière d'inflation. Alors après, nos amis républicains, certes, ils veulent que nous baissions la dépense publique, mais moi, quand je les entends dans l'hémicycle, ils sont en permanence en train de demander des dépenses supplémentaires. Donc j'aimerais savoir où ils souhaitent faire ces économies. Et puis on est sur un déficit de 5%. C'était aussi le déficit prévu pour l'année 2022. La guerre en Ukraine est passée par là et je trouve que cet étiage est relativement juste. Alors, si le gouvernement n'a pas la majorité pour faire voter ce budget, eh bien, il pourrait cette fois utiliser l'arme du 49.3, l'article 49.3 de la Constitution qui permet de faire passer un texte sans vote. Ce serait de nouveau un passage en force. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ou pas de menacer dès maintenant du recours à un 49.3 ? Alors, il y a le sujet du 49.3, puis il y a le sujet de la méthode. Et je voudrais saluer le travail qui a été fait notamment par Gabriel Attal autour des dialogues de Bercy, de mettre autour de la table l'ensemble des représentants des formations politiques pour travailler très en amont sur la question du budget. Et d'ailleurs, ça a été salué par un certain nombre de représentants. Parce que ce qui compte, c'est qu'on mette l'ensemble des propositions sur la table et qu'on aille le plus loin possible. Bien évidemment, si à un moment il y a blocage, il faudra en tirer toutes les conséquences. Le 49.3, c'est un outil au service du gouvernement et bien évidemment, s'il l'utilise, ça n'est pas un passage en force de mon point de vue. Alors, il y a une autre question qui se pose sur ce budget, c'est son ambition écologique. On a vu tous les signes du réchauffement climatique, notamment sur notre territoire cet été. Bruno Le Maire le reconnaît, ce budget n'est pas assez vert et ça fait partie des critiques de la gauche. Vous aussi, vous trouvez qu'il y a un manque d'ambition écologique du gouvernement avec ce budget ? Alors moi, je salue 2 choses. C'est la mise en place du fonds vert pour les collectivités territoriales, 1,5 milliard d'euros, ce qui n'est pas rien. Et puis l'augmentation de MaPrimeRénov', le budget dédié
à l'amélioration, à l'accélération des rénovations thermiques, puisqu'on sait que le bâti fait partie des premières sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis il y a le plan vélo, dont je me réjouis aussi, parce que je pense qu'il faut qu'on accélère sur ce sujet. Donc oui, il faut aller plus vite, plus fort sur la question de la transition écologique. Mais moi, je salue de véritables avancées dans ce budget. Vous saluez beaucoup d'avancées. Donc si on vous écoute, quand arrivera Noël et qu'il faudra voter l'ensemble de ce budget, avec 49.3 ou pas, la majorité pourra compter sur le MoDem, tous les députés de MoDem, pour voter d'une seule voix ce budget. Écoutez, nous, on va continuer à travailler. On a un certain nombre de propositions à faire. J'espère qu'elles seront entendues par le gouvernement. Mais bien évidemment, on sera en soutien à ce budget qui a été présenté comme un projet de loi de finances de protection des Français. Et c'est vraiment l'orientation qui est prise par ce projet de loi de finances. N'oublions pas qu'on est quand même dans une situation extrêmement difficile pour beaucoup de nos concitoyens, qu'il faut continuer à avoir des aides ciblées pour les plus fragiles. Et je pense notamment au bouclier tarifaire et au chèque énergie. Maud Gattel, on va maintenant parler d'un rapport qui a fait beaucoup de bruit cette semaine, un rapport sénatorial de la délégation aux droits des femmes du Sénat sur l'industrie de la pornographie. Après 6 mois d'enquête, d'audition, de déplacement sur le terrain, eh bien, les sénateurs et sénatrices dénoncent les violences sexuelles qui sont commises dans ce milieu et puis les dangers que représentent les sites pornographiques pour nos enfants. Jérémy Hensman. 6 mois de travaux, des dizaines d'heures d'audition et un rapport alarmant. La délégation aux droits des femmes du Sénat dresse un tableau très sombre de l'industrie du porno, gangrénée selon les sénatrices par une violence systémique envers les femmes. L'industrie pornographique aujourd'hui, elle est indissociable des violences. 90% des scènes qui sont montrées sont des scènes de violence non simulées. Chantage, emprise, actes sexuels forcés, viol de soumission. Le rapport dénonce des conditions de tournage déplorables et des méthodes de recrutement ciblant des femmes précaires et fragiles. Ça véhicule la culture du viol, c'est soumettre les femmes et ça s'apparente énormément à ce qu'on voit au niveau de la prostitution. Des pratiques devenues des normes et diffusées aujourd'hui massivement via les plateformes, réseaux sociaux ou messageries privées. Chaque mois en France, 19 millions de personnes visitent un site pornographique. Pour les sénatrices, il y a donc urgence. Elles proposent 23 recommandations pour imposer la lutte contre les violences pornographiques dans le débat public, faciliter les suppressions de contenus illicites et le droit à l'oubli, et protéger les mineurs en appliquant la loi sur l'interdiction d'accès. Parmi les mesures évoquées, la création d'un délit d'incitation à la violence sexuelle qui pourrait sanctionner les plateformes de diffusion. Nous voulons que ce délit d'incitation à la haine sexiste, à la violence sexuelle, figure également dans le code pénal et puisse s'appliquer à des vidéos qui montrent le viol, l'humiliation, les violences sexuelles comme étant la norme de la sexualité. Un rapport destiné aussi à alerter les pouvoirs publics et constituer, selon les sénatrices, une base pour un futur texte de loi. Maud Gattel, qu'est-ce que vous inspire ce rapport de vos collègues sénatrices ? D'abord, je voudrais saluer leur travail parce que c'est un travail assez inédit et rassemblant finalement l'ensemble de l'échiquier politique autour de constats absolument édifiants, sordides, qui s'inscrivent aussi dans un contexte judiciaire particulièrement sordide. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a la question de la protection des enfants à travers la restriction d'accès qui est absolument indispensable. Un chiffre, première image pornographique vue par les enfants, c'est à l'âge de 9 ans. 9 ans. Compte tenu de l'image qui est véhiculée des femmes dans cette pornographie, évidemment, ça ne laisse personne indemne. Et il faut tout faire pour que les lois que nous avons votées en 2020 et en 2022 puissent enfin s'appliquer, c'est-à-dire l'interdiction stricte de la pornographie pour les mineurs. Et puis sur l'aspect de l'image des femmes véhiculées, on est là quand même sur des questions d'exploitation sexuelle, de traite d'êtres humains, absolument épouvantables. Et il faut évidemment renforcer les devoirs et les obligations des plateformes. Parce qu'aujourd'hui, ils s'affranchissent en disant « nous ne sommes que des diffuseurs ». Ça, c'est absolument inacceptable. L'industrie pornographique est gangrénée par des pratiques ignobles et il faut évidemment qu'on agisse. Pour vous, ça veut dire que c'est un peu une zone de non-droit qu'il faut réglementer. Est-ce qu'il faut créer dans le code pénal un nouveau délit d'incitation aux violences sexuelles telles qu'on les a vues énumérées dans le sujet ?
Alors, à titre personnel, moi, j'y suis favorable et je suis favorable aussi à ce qu'on revienne sur la question éditeur-diffuseur des plateformes. C'est trop facile de faire de l'argent, puisqu'on parle quand même de milliards d'euros liés à l'industrie pornographique au niveau mondial. En exploitant de jeunes femmes. En exploitant des jeunes femmes et en disant je ne suis pas au courant des conditions de tournage, moi j'ai une charte de déontologie, si elle n'est pas respectée, c'est pas mon problème. Si c'est mon problème, parce qu'à partir du moment où je suis diffuseur. Alors cette question des plateformes, elle n'est pas seulement pour la question de la pornographie, mais il faut vraiment qu'on avance sur ce sujet. L'Union européenne a beaucoup avancé sur cette question. Il faut désormais qu'on aille plus loin, notamment sur la question de la pornographie. C'est ça, c'est un problème international. Est-ce que nous, en France, on a les moyens de combattre ces grandes plateformes pornographiques qui sont des multinationales ? Je pense qu'on a les moyens. L'interdiction de la diffusion à des mineurs de moins de 18 ans charge à nous de la faire respecter. Il y a des logiciels qui existent. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir comment est-ce que les plateformes s'y prennent. Simplement, je ne veux plus que les mineurs puissent avoir accès à ces images. Vous imaginez le traumatisme pour ces enfants quand ils sont exposés à ce genre d'images. Dès l'âge de 9 ans, dès l'âge de 9 ans. Moins de 15 ans, c'est 2/3 des enfants qui ont vu des films ou des extraits de films pornographiques. Évidemment, ça construit une relation à l'autre, une relation à la femme notamment, qui n'est absolument pas celle à laquelle la société doit aspirer. Donc il faut qu'on agisse et qu'on agisse fort. Et vraiment, je voudrais saluer le travail qui a été fait par ces 4 sénatrices. On va juste une petite dernière question. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'interdiction de la pornographie ? Alors, ce n'est pas ce que demande ce rapport, mais est-ce qu'il faut l'encadrer davantage, cette production pornographique, voire l'interdire ? Alors, interdiction pour les mineurs, c'est sûr. Encadrement strict. Quand on voit ce chiffre, 19 millions de Français qui, une fois par mois, se rendent sur des plateformes, l'interdiction est un peu illusoire. En revanche, l'encadrement extrêmement strict est indispensable. Allez, on va passer à l'agenda de la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et coup d'œil d'abord à l'Assemblée nationale. Lundi marquera l'ouverture de la session ordinaire après la pause d'été. Elle s'ouvrira avec un débat sur l'Ukraine sans vote et sur les conséquences de la guerre pour la France. Et puis mardi, le rendez-vous incontournable, grand moment de la vie parlementaire, le retour des questions au gouvernement. Et puis au Sénat, pour l'ouverture de cette session ordinaire, des débats seront organisés sur l'état critique de certains services publics, et notamment celui de la justice et des urgences hospitalières. Et puis mercredi, le Sénat examinera en commission la proposition de loi de la sénatrice centriste Valérie Létard, qui propose de créer une aide universelle d'urgence aux victimes de violences conjugales. Et Maud Gattel, on souhaitait vous interroger justement sur cette proposition de loi. Alors, pour bien comprendre, cette aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales prendrait la forme d'un prêt à taux zéro, débloqué en 48 heures par la caisse d'allocation familiale, d'un montant équivalent au RSA et versé pendant 3 mois. Le but, c'est que les femmes victimes qui décident de quitter leur domicile ne se retrouvent pas en difficulté financière. A priori, vous, si vous étiez sénatrice, Maud Gattel, vous la voteriez, cette proposition de loi ? Écoutez, je la voterai parce que les femmes qui sont confrontées à des situations de violence ont devant elles une montagne de défis à relever. D'abord, c'est de partir de leur appartement, parce que bien souvent, c'est à elles de partir malheureusement. Alors, beaucoup de choses ont été faites, notamment en matière d'hébergement d'urgence à destination des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Simplement, c'est toujours insuffisant. Et effectivement, elles sont confrontées, lorsqu'elles ont pris la décision, mais elles sont confrontées à des difficultés matérielles. Et donc, cette possibilité, justement, de pouvoir compter sur un prêt à taux zéro va tout à fait dans le bon sens par rapport aux enjeux qui sont les leurs. Une question sur les violences conjugales de la part de certains responsables politiques. On en parle beaucoup en ce moment, notamment au sein de la NUPES, l'Alliance des gauches. Maud Gattel, est-ce que vous diriez, je cite, qu'une gifle n'est pas égale au fait de battre sa femme tous les jours ? C'est ce qu'a affirmé Manuel Bompard, l'un des dirigeants de la France Insoumise, dans l'affaire Adrien Quatennens, qui a été mis en retrait, qui s'est mis en retrait après avoir reconnu avoir giflé sa femme. Écoutez, on a assisté ces derniers jours à des propos, à des réactions de la part de 2 partis notamment, profondément choquants. Le pouvoir politique n'est pas exempt de violences sexistes et sexuelles.
comme d'autres milieux, mais je pense que le milieu politique particulièrement pas exempt. Simplement, la manière dont ont été gérées ces alertes, pour moi, est un fiasco total, que ce soit chez LFI ou chez les Verts. Et il me semble que on doit agir et que les partis politiques ont plusieurs responsabilités. D'abord, c'est la prévention. Il faut évidemment prévenir les violences sexuelles et sexistes en leur sein. C'est l'accompagnement des victimes, les accompagner pour porter plainte. Et puis, c'est l'alerte. Mais moi, je ne souhaite pas que les partis politiques se substituent à la justice. Pour autant, il ne faut pas non plus considérer qu'il ne se passe rien et que le milieu politique est totalement exempt de violence. Donc il doit être exemplaire pour vous ? Il doit être exemplaire, il doit mettre tous les garde-fous, il doit mieux sensibiliser les responsables politiques, mais ne pas se substituer à la justice et ne pas tomber dans le fiasco auquel on a assisté ces derniers jours. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Maud Gattel d'y avoir participé et merci à tous de l'avoir suivi.